Éviter au maximum les faux résultats dans le processus de dépistage du VIH-Sida au Cameroun, c'est le but du nouvel algorithme récemment présenté par le ministre de la Santé publique le mardi 9 juillet 2024. En l'occurrence, cette révolution nécessitera trois tests réactifs consécutifs pour établir un diagnostic de séropositivité. L'algorithme recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, mais il en sera donc dans la moitié de 2024 progressivement mis en œuvre d'abord dans les régions du centre, du sud, du littoral et de l'ouest, après quoi il sera étendu dans tout le pays d'ici à 2025. Le Cameroun, qui compte près de 500 000 personnes vivant avec le VIH-Sida, affine par là sa riposte, une riposte qui aura déjà conduit notamment jusqu'ici à la baisse de 50% de la prévalence au VIH. Entendez par là une réduction de moitié du nombre de cas nouveaux et anciens de personnes infectées par le VIH au Cameroun. Mais où en est-on véritablement avec la lutte contre la maladie? Quelles sont les avancées sur le traitement et que prévoit entre autres la prise en charge des patients au Cameroun notamment? Voilà quelques questions sur la table de Twilight ce soir. Bonsoir et bienvenue. Un panel d'intelligence fleurie et aguerrie, des experts chevronnés, des médecins qualifiés acquis à la cause de la lutte contre le VIH-Sida au Cameroun sont ce soir sollicités pour vous fournir des arguments de poids pour davantage éclairer les actions ou les initiatives menées sur le terrain. Une pause et on se retrouve bien installé. Docteur Joseph Fokam, secrétaire permanent du Comité national de lutte contre le sida, est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Merci Carlette, bonsoir à tous. Autre panéliste sur ce plateau, Dr Joël Tchoumo, médecin à l'ONG JAPSO, une ONG notamment définie comme une ONG qui est active dans la lutte contre la pauvreté, le VIH, les souffrances et le sida, le VIH-sida et ses souffrances. Bonsoir et bienvenue. Merci Khaled, bonsoir. Bonsoir mes chers copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs. À vos côtés, notamment, Narcisse Dely, il est le coordonnateur national du réseau camerounais des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida. Récap Plus, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Arlette, merci de nous avoir invités. Alors, je signale qu'on aura également sur ce plateau Dr Gladys Kamé, médecin en service à la sous-direction VIH, tuberculose, IST, hépatite virale de la direction de la lutte contre les maladies, les épidémies et les pandémies du ministère de la Santé. Alors, place au débat à présent. On va commencer par un rappel. Quand on parle de VIH-Sida, eh bien, docteur, à quoi est-ce qu'on fait référence? Une petite définition? Oui, merci Khaled pour ce rappel virologique. Le VIH, en abrégé, virus de l'immunodéficience humaine, est un virus, et qui dit virus, dit un petit micro-organisme plus petit que les bactéries. Il est plus petit que les bactéries et c'est un micro-organisme qui ne peut pas vivre s'il est laissé seul à l'air libre. À l'air libre, il va naturellement mourir dans un bref délai, juste parce qu'il a besoin d'être dans une cellule hôte vivante. Et cette cellule hôte est une cellule qui lui est adaptée. Les virus, encore pour définir avec le VIH, ils sont tellement petits que si nous avons une membrane filtre, il peut filtrer les bactéries, mais les virus vont passer. Et en même temps, les virus
pour le cas du VIH également, sont généralement sous une forme qu'on appelle le ARN. ARN, c'est peut-être compliqué, c'est la structure même génomique du virus, qui fait du VIH également un virus dit fragile par rapport au virus à ADN. Mais qu'à cela ne tienne, le VIH lui-même attaque donc directement nos cellules immunitaires, donc nos cellules de défense immunitaire. Et en l'occurrence, nous parlons très souvent des CD4, oui, mais le VIH attaque beaucoup d'autres cellules dans le corps humain. Les cellules dendritiques, les monocytes, il y en a plusieurs. Et donc, dans ce contexte où le VIH va attaquer nos cellules de défense immunitaire, dès que nous avons une infection à VIH et que nous ne sommes pas mis sous traitement antirétroviral, la charge virale continue à augmenter et le virus se réplique. Plus il se réplique davantage, plus il va infecter de nouveaux virus, de nouvelles cellules hôtes. Et en une seule journée, après un cycle viral, nous avons près de 10 milliards de nouveaux virus produits. Sauf que dans ces 10 milliards de nouveaux virus produits, nous avons uniquement 500 000 qui sont viables. Mais jusque-là, Khaled, 500 000, c'est beaucoup par jour. Et c'est la raison pour laquelle, dorénavant, les évidences scientifiques l'ont démontré, une fois qu'on sait que tu es positif au VIH et que tu as cette quantité importante de virus qui sont produits chaque jour, on met immédiatement le traitement antirétroviral pour, de un, stopper la réplication du virus et de deux, préserver les cellules humaines qui sont encore, lorsqu'elles sont encore saines et par conséquent donner une espérance de vie à toute personne qui vit avec le VIH qui se rapproche davantage de l'espérance de vie d'une personne non VIH positive. C'est donc un virus dangereux? C'est un virus silencieux mais très dangereux. Très dangereux, ça c'est la mauvaise nouvelle, mais par contre, l'évolution que nous avons aujourd'hui avec les recherches scientifiques sur le VIH permet que dorénavant, le VIH est devenu un exploit en termes de combat. En termes de combat qu'on a mené sur le terrain, on ne peut plus avoir ce même désespoir que nous avions il y a de cela 30 ans. Et parce que nous avons commencé avec le VIH en 1981, où on avait chez les homosexuels aux États-Unis retrouvé des personnes qui arrivaient à l'hôpital avec des pneumonies, arrivaient à l'hôpital avec un système immunitaire affaibli et on ne savait pas de quoi il s'agissait. Et il faut dire que durant cette période aussi, nos maîtres de médecine, en l'occurrence le professeur Alexis Ndiolo, se rappellent avoir vu des patients comme ça à l'époque, mais il n'y avait aucun outil de diagnostic ni de traitement. Alors ils décédaient. Jusqu'en 1983, où l'équipe de Françoise Barré-Sinossi et professeur Luc Montagnier réussissent à découvrir le génome de ce virus qui est responsable de cette destruction du système immunitaire. Alors, une fois que le virus a été découvert, on a classé comme VIH type 1. 2 ans après environ, on a découvert le VIH type 2. Et on s'est rendu donc compte que certains médicaments qui étaient utilisés dans la lutte contre les leucémies, contre le cancer, par exemple l'azidovudine, lorsqu'un patient souffrait de leucémie et qu'il était aussi VIH positif, on s'est rendu compte que ce médicament-là détruisait également le VIH. C'est là où on a compris que c'est un rétrovirus. Qui dit rétrovirus dit un virus qui passe de sa forme ARN à la forme ADN afin d'intégrer notre génome cellulaire. Et une fois qu'il a intégré le génome humain, il n'est plus possible de l'éradiquer. Il va demeurer à vie parce qu'il est dans la cellule humaine. Et dans la cellule humaine, il rentre dans le noyau cellulaire. Et jusqu'à présent, il n'existe pas de médicament qui a une bonne pénétration dans le noyau cellulaire. Et pire encore, une fois dans le noyau cellulaire, il intègre notre chromosome. Lorsqu'il passe de la forme ARN à la forme ADN, l'ADN c'est la nature chromosomique des êtres humains, des hommes que nous sommes. Il intègre. Et une fois qu'il est intégré, ce que nous devons faire en ce moment,
c'est de mettre le traitement antirétroviral, empêcher que le virus ne se réplique, qu'il demeure silencieux. Et s'il demeure silencieux, il ne pose aucun problème en termes de résistance. Il ne pose aucun problème en termes de transmission. Et de nos jours, nous parlons même déjà de traitement comme prévention. Ça veut dire que si vous respectez bien votre thérapie antirétrovirale, vous ne pourrez même pas infecter votre partenaire sexuel. Et là, nous parlons de I égale à I. Donc, indétectabilité virale, le virus est contrôlé, il est indétectable, égale également à intransmissibilité du virus. Et c'est la bonne nouvelle aujourd'hui que nous voulons dire, une personne qui vit avec le VIH ne devrait plus être stigmatisée. Une personne qui vit avec le VIH comprend qu'il a un meilleur espoir que celui qui souffre d'un cancer en phase terminale où on ne peut plus rien faire pour le sauver en dehors des soins palliatifs. Donc le VIH aujourd'hui devient de plus en plus comme un compagnon avec la personne qui est porteur. Vous n'êtes plus un malade, c'est pourquoi nous disons un PVVIH est différent d'un PVVS. Le VIH, c'est le virus, je peux l'habiter, mais le sida, c'est la maladie. Donc de nos jours, nous avons plus de 95% de nos personnes qui vivent avec le VIH qui ne sont pas des malades. Donc ils ne sont pas des malades, ils sont juste des citoyens ordinaires qui vivent avec un virus comme celui qui a son hypertension, il prend son comprimé au quotidien. Celui qui a son diabète, il prend également son médicament au quotidien. Celui qui a peut-être son problème d'insuffisance rénale, il va régulièrement prendre ses soins. Donc le VIH est devenu aujourd'hui comme une maladie de routine. Et c'est pourquoi nous voulons effectivement que nous puissions déstigmatiser le VIH. Pourquoi est-ce qu'une personne, pour chuter, pourquoi est-ce qu'une personne serait contente de dire que je souffre d'un cancer et que moi j'ai le VIH, je n'arrive pas à le dire en public que bon, j'ai mon VIH et je prends mes médicaments antirétroviraux. Mes collègues européens le font facilement tout le temps. Quand je les rencontre, ils me disent écoute, je prends mon médicament un comprimé par jour et là j'ai appris dorénavant qu'il y a les médicaments à longue durée d'action et je veux passer à cette option thérapeutique. Donc nous voulons voir cette évolution. Peut-être la surprise, docteur Joseph Fokam, de voir que sur ce plateau même, on recevra notamment docteur Gladys Akame, que vous connaissez bien, mais peut-être que vous ne connaissez pas son statut. Et elle est aujourd'hui tout à fait sereine. Elle sera là comme une personne vivant avec le VIH. Elle sera là d'une minute à l'autre, on l'espère. Mais on continue avec vous, notamment docteur Fokam. VIH, on peut vivre avec, mais c'est déjà bien de ne pas se faire contaminer. La nature a toujours voulu que prévenir vaut mieux que guérir. En toutes circonstances. C'est comme si je sais que j'ai un véhicule qui a des soucis mécaniques et je veux m'engager sur un long voyage avec ce véhicule. Ça veut dire que je ne suis pas prévoyant. Et naturellement, toute panne, lorsqu'on le fait par maintenance préventive, coûte toujours moins cher que la maintenance curative. Donc je crois que c'est une notion qui s'applique dans tous les contextes. Et maintenant, si nous revenons pour le cas du VIH, par exemple, nous avons au Cameroun une stratégie de riposte qui repose sur un plan stratégique national. Et dans ce plan stratégique national, nous définissons aussi des outils pour la prévention contre le VIH. Et nous savons que, telles que soient les ressources que nous nous mettons pour la prévention, ces ressources coûteront toujours moins cher par rapport à une thérapie à vie. Même si elle existe, mais quand même elle est à vie. Alors, si vous faites un test de VIH et qu'il s'avère séronégatif, il ne faudrait pas systématiquement commencer à célébrer. C'est vrai, c'est déjà une bonne chose. Mais l'idéal, c'est de vous faire référer au service de prévention où on vous donnera assez d'outils pour préserver vos statuts séronégatifs. Mais ce que nous disons au Cameroun, c'est que ce n'est pas un drame total si vous êtes VIH positif. Non, ce n'est plus un drame. Au Cameroun, on a une panoplie d'experts qui travaillent de façon acharnée au quotidien pour se rassurer que les PVVIH sont bien suivis. Et c'est la raison pour laquelle, actuellement, Khaled, ça je sais que vous le savez déjà, mais je préfère que le grand public l'apprenne, les traitements antirétroviraux de première ligne que nous utilisons au Cameroun, c'est un traitement qui est basé sur le dolutegravir. C'est la même molécule que nous prenons en Europe
c'est la même molécule que nous prenons aux États-Unis. Donc il n'y a plus un complexe pour un patient camerounais de croire qu'il n'est pas inscrit dans les meilleurs traitements antirétroviraux au monde entier. Ça, c'est le premier message. Toutefois, si une personne qui vit avec le VIH au Cameroun prend ce protocole thérapeutique et que pour une raison ou une autre, ils sont très peu, mais ça peut arriver, pour une raison ou une autre, il n'est pas confortable avec ce protocole thérapeutique. Pour une raison ou une autre, il y a un risque d'échec thérapeutique. Nous avons la deuxième ligne. Et la deuxième ligne est faite des médicaments à base des inhibiteurs de protéases, dont elle cible une autre région du virus qui n'a pas été ciblée par les premiers médicaments. Et donc, du coup, la charge virale va baisser parce qu'il n'y a pas de résistance en ce moment. Mais jusque-là, au Cameroun, on ne s'arrête pas là. On a les médicaments de troisième ligne. Ça veut dire que si tu as fait l'échec de première ligne, tu passes en deuxième. Et pour l'instant, on n'a que 4 à 5% de nos PVVIH sous deuxième ligne. Si tu fais encore l'échec en deuxième ligne, nous disons qu'il y a encore une troisième ligne. Et pour la troisième ligne au Cameroun, nous ne la faisons pas à l'aveugle comme dans plusieurs pays africains. Le Cameroun a mis en place un système de médecine personnalisé. Ça veut dire en ce moment, on fera la sélection des médicaments antirétroviraux selon votre génotype viral en termes de résistance, en termes de sous-type et prenant aussi en compte vos CD4. Et comme conséquence au Cameroun, la mortalité a baissé. Les PVVIH peuvent facilement déclarer leur statut en public. Je travaille avec l'Oreca+, je travaille avec l'Orecage+, qui sont les jeunes qui déclarent tout le temps en public qu'ils se sentent déjà de mieux en mieux avec leur virus. Ils peuvent vaquer à leurs occupations. Et beaucoup parmi eux sont devenus même des collègues aujourd'hui. Nous avons des collègues qui vivent avec lesquels nous travaillons. Et donc, dorénavant, ils sont devenus des partenaires qui contribuent également avec nous à atteindre l'élimination contre le VIH. Et j'espère que vous connaissez le centre de référence Chantal Biya. Le centre de référence Chantal Biya est l'unique centre au Cameroun où nous offrons le test de résistance génotypique pour le VIH. Ça veut dire que si un patient fait l'échec thérapeutique au Cameroun, s'il est un enfant, le test de résistance est gratuit. S'il est une femme enceinte, il y a aussi la procédure pour que le test de résistance soit gratuit. Mais s'il n'est pas dans ces deux groupes, il payera seulement 10 000 francs, Calette. Et 10 000 francs, ça représente moins de 10% du coût réel d'un test de résistance. C'est pourquoi nous disons qu'au Cameroun, la couverture santé universelle, que beaucoup croient être une utopie, est une réalité pour le VIH. Vous êtes déjà dans les développements, docteur Joseph Fokam. Je veux bien qu'on revienne sur le sujet principal, notamment ce nouvel algorithme qui a été présenté mardi 9 juillet par le ministre de la Santé publique au Cameroun. On parle notamment d'une recommandation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais pourquoi ? Justement, Khaled, j'ai commencé mon parcours dans le VIH en 2007-2008, quand j'étais encore étudiant à la faculté de médecine et des sciences biomédicales. Et dans ce contexte où l'accès au traitement antirétroviral n'était pas déjà très diffusé, nous avions également une prévalence du VIH qui tournait autour de 5%. Et donc, avec une prévalence autour de 5%, nous voyons aussi en ce moment nos hôpitaux plus ou moins bondés sur tous les services d'infectiologie. Alors, les efforts qui ont été mis en place dans la lutte contre le VIH ont permis que nous puissions baisser la prévalence de plus de 5%. Aujourd'hui, on est un peu à moins de 3%. Et cela signifie une baisse de la moitié, comme vous l'avez si bien annoncé d'entrée du jeu dans cette émission. Alors, lorsqu'on avait une prévalence supérieure à 5%, ce qu'on appelle une prévalence élevée, avec 2 tests, la précision pour que vous soyez réellement un porteur était à plus de 99%. Mais nous nous rendons compte que de plus en plus, avec ces baisses de la prévalence qui en fait résultent des efforts qui ont été mis en place par le gouvernement, on rencontre de moins en moins de personnes positives dans nos hôpitaux lorsqu'on fait des tests. Et dans ce contexte,
pour que nous puissions délivrer un résultat de VIH séropositif, il faudrait être sûr. Et l'assurance voudrait que nous faisons dorénavant 3 tests afin de garantir un statut séropositif. On a par exemple nos amis du Malawi qui ont déjà partagé l'expérience de leur première année dans la transition vers le 3 tests. Et ils se sont rendus compte que, après un an, 371 personnes qui seraient déclarées séropositifs si on avait fait 2 tests ont été épargnées de ce résultat à cause du 3 tests. Alors, il ne faudrait pas qu'au Cameroun, bien qu'on n'ait pas encore une prévalence très faible, il ne faudrait pas qu'on traîne le pas. Alors, directement, nous devons renforcer notre algorithme de dépistage pour préserver une valeur prédictive positive à plus de 99% lorsque nous rendons un résultat séropositif. On va immédiatement donner la parole aux autres panélistes pour vous rassurer que c'est bel et bien un débat ce soir. Et j'ai le plaisir notamment d'accueillir sur ce plateau Dr Gladys Kamé, médecin en service à la sous-direction du VIH, tuberculose, IST et hépatite virale de la direction de la lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé, du ministère de la Santé publique. Bonsoir, docteur, et bienvenue. Bonsoir, Carlette. Merci. Alors, merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau, notamment en tant que aussi personne vivant avec le VIH. Le docteur parlait de cette vie qui est désormais possible au Cameroun. Oui, bien sûr. En plus d'être médecin, expert en VIH clinique, impliqué dans la lutte dans le VIH depuis 2012. Donc, bien avant que je ne sois déclarée séropositive, disons un an et demi avant. Donc, j'étais déjà impliquée. Donc, quand c'est arrivé, bon, j'étais en plein dedans, quoi. Donc, j'ai cette double casquette-là de personne séropositive vivant avec le VIH. J'ai cette casquette-là de médecin parce que j'ai, au début de ma carrière, il y a 10 ans, commencé par m'occuper des personnes vivant avec le VIH, notamment à l'unité de prise en charge des personnes vivant avec le VIH de l'hôpital du district de Folan, où j'ai exercé jusqu'à il y a environ 3 ans. Le docteur Fokam, on s'est connu là-bas. Donc, j'ai cette double casquette-là, Carlette. Je dois également signaler que vous êtes promotrice d'une association de promotion des droits des femmes séropositives et survivantes de violences basées sur le genre, TESNO, qui a notamment pour leitmotiv tous ensemble pour un sourire nouveau. Mais dites-nous plutôt, comment est-ce que vous avez accueilli cette présentation de ce nouvel algorithme-là qui va désormais servir notamment en termes de dépistage? Bon, étant dans le train de la lutte déjà depuis quelques années, et je crois que Dr Fokam l'a si bien souligné pour les choix du passage de l'algorithme à 2 tests à l'algorithme à 3 tests, de pouvoir avoir une valeur prédictive positive très élevée de la séropositivité. Parce que quand on t'annonce le résultat de séropositivité, la première réaction, c'est de douter. La première réaction, c'est de douter. J'étais déjà médecin, mais vraiment, il a fallu que je palpe du doigt. J'ai dit, OK, là, c'est vrai. Et ne vous dérangez pas, je suis allée refaire un ELISA. je suis allée refaire un ELISA, j'ai fait une charge. Pourquoi un ELISA? Bon, docteur Fokam peut bien. Justement, l'ELISA, il faut dire que nous sommes rencontrés également sous d'autres cieux. Dans la riposte contre la COVID-19, on a été au four et au moulin. Et cela revient sur la théorie que j'ai dit tout à l'heure. Être porteur d'un virus n'est qu'un compagnon avec lequel on vit. Voilà. Elle a beaucoup contribué dans la riposte contre la COVID-19. On a passé des nuits ensemble. On a travaillé matin, midi, soir, de façon acharnée. Donc, nous avons comme ça ce prototype en temps réel des avancées qui ont été faites dans la riposte contre le VIH au Cameroun. Et maintenant, pour donc revenir à la question, c'est quoi l'ELISA? L'ELISA signifie
enzyme immunosorbent AC, c'est compliqué sûrement, mais c'est un test du VIH qui est hautement sensible, un test qui est basé sur des méthodes enzymatiques en immunologie, et qui dit méthode enzymatique, les enzymes sont des catalyseurs biologiques. Une fois que tu as une méthode enzymatique, il est tellement sensible que la plus petite quantité d'anticorps qui existe, il voit. La plus petite quantité d'antigènes qui existe, il voit. Et donc, c'est une méthode qui est utilisée lorsqu'on fait appel à un dernier ressort, généralement. Vous poursuivez, Dr Gladys Akane. D'accord, donc pour dire que cet algorithme de passage à 3 tests, personnellement, je l'ai bien accueilli parce qu'on sera un peu plus sûr. Parce que maintenant, dans la pratique, c'est vrai, j'ai eu, dans mon expérience, quand j'étais encore médecin de terrain, dans les hôpitaux, à devoir annoncer des résultats aux patients. Et on a eu à avoir affaire à des patients qui étaient des faux positifs. C'est-à-dire, on a donné un diagnostic de séropositivité. Le patient a commencé le traitement. Mais après, comme moi-même, quand j'ai été déclarée infectée, il va refaire ailleurs et les résultats sont discordants. Donc, vraiment, si on peut, au sortir des hôpitaux, des centres de santé, déjà être sûr, comme le docteur l'a dit, le SP l'a dit, à 99% de la séropositivité d'une personne, ce serait bien. Docteur Joël Tchoumo, un médecin notamment à l'ONG JAPSO, Jeunesse active pour la lutte contre la pauvreté, le VIH-Sida et ses souffrances. Vous avez forcément eu vent de ce nouvel algorithme. Oui, bien sûr, Khaled. Nous avons eu l'information au même moment que vous, il y a de cela un peu plus d'une semaine. Et c'est un algorithme que nous accueillons à bras ouverts. Déjà pour les raisons évoquées par mes prédécesseurs sur le panel. Et je les rejoins dans le doute qu'on a lorsqu'on sort d'un résultat dont on n'est pas sûr. Je suis également, passé par là, l'une des victimes d'un faux résultat positif parce que j'ai fait partie d'une association de donneurs bénévoles de sang. Donc, lors d'un don bénévole à l'hôpital central, je fais mon don et je prends rapidement le train pour où j'allais. Et sur le coup, chemin faisant, ce membre de la famille qui voulait le don, qui me dit non, on a dit qu'on ne peut pas prendre ta poche. Je ne comprends rien. Bon, étant médecin, je écris rapidement à l'hématologue qui était à la banque de sang pour dire mais tiens, je ne comprends pas. Elle me dit non, c'est sérieux, voilà le test. Bon, c'était un peu difficile, mais comme je l'ai dit à le train, je suis parti. Donc quand je reviens avec aussi beaucoup de collègues qui étaient au CISCB, je suis allé là-bas directement, je n'ai même pas cherché à passer par 2-3 endroits pour faire le test de confirmation qui est revenu négatif. Mais les jours entre les deux résultats n'étaient pas difficiles. Mais aujourd'hui, maintenant, me frottant à ce monde, notamment dans notre organisation, l'ONG JAPSO, qui soutient effectivement les populations vulnérables de façon générale, et plus précisément les personnes vivant avec le VIH, ce n'est plus vraiment un problème pour moi. Je rejoins Dr Fokam, comme il disait, il est plus difficile ou plus coûteux, à mon avis, de vivre avec l'hypertension artérielle que le VIH diabète. Pareil, combien de personnes ont 10 000 francs pour s'offrir une boîte d'antidiabétiques chaque mois? Je ne sais pas. Le Camerounais moyen, je ne pense pas. Donc l'algorithme, nous l'avons pris à bras ouverts et à la suite des stratégies mises en œuvre, nous, acteurs de la société civile, à l'ONG JAPSO, que je profite pour saluer au passage notre directeur exécutif, nous allons suivre également sur le niveau opérationnel pour les résultats plus optimaux par rapport à cela. Merci, Khaled. Narcisse Deli, coordonnateur national du réseau camerounais des associations de personnes vivant avec le VIH. Vous, comment vous l'avez accueilli, ce nouvel notamment algorithme de dépistage-là? Oui, ok. Je pense que cet algorithme vient suivre les politiques mondiales en matière de dépistage et le Cameroun s'aligne effectivement à ces politiques parce que ça vient répondre également à plusieurs préoccupations que posent les patients parce que, comme Dr Tchoumo l'a dit tout à l'heure, on a des patients qui sont passés par l'algorithme à 2 tests, mais qui continuent encore à douter de leur sérologie. Alors, si on se dit que si on adopte véritablement cet algorithme à 3 tests,
déjà à 3 niveaux avec des réactifs distincts, je crois qu'on aura de moins en moins de doutes sur le statut sérologique des personnes qui seront dépistées positives au VIH. Donc, nous, au niveau des organisations à base communautaire, nous nous alignons à toutes ces politiques nationales parce que toutes les actions que nous menons en direction des personnes vivant avec le VIH ou alors en direction des personnes affectés par le VIH, s'aligne effectivement à ces politiques nationales, notamment le plan stratégique national qui est en place, auquel nous participons à l'élaboration. Donc il est clair que c'est un algorithme, c'est une directive que nous prenons à bras ouverts et nous espérons qu'on aura effectivement les résultats escomptés à l'issue des premières conclusions. Docteur Joseph Fokam, on parle d'un algorithme de dépistage du VIH à 3 niveaux. Pourquoi ces 3 niveaux? C'est dit que maintenant il faut faire le test 3 fois ou bien? Justement, Khaled, je crois que c'est important de faire cette précision. Pourquoi? Parce que il n'y a pas en fait pour le bénéficiaire qui vient se faire tester, ça veut dire pour le Camerounais ordinaire qui demande à faire un test de VIH, il aura l'impression que rien n'a changé. Parce que nous le faisons toujours un seul prélèvement. Un seul prélèvement. Et avec ce prélèvement, nous commençons par un test très sensible. Ça doit être un test très sensible, mais en même temps, un test qui n'a pas de réaction croisée. C'est ça le principe de changement du 2 tests vers le 3 tests. Les tests que nous utilisons ne donnent pas des faux positifs. On veut limiter l'usage des tests qui peuvent donner des fausses réactivités sur le terrain. Ça, c'est de 1. Et les tests que nous avons mis en test 1, que ce soit en population générale, que ce soit pour la femme enceinte ou pour les populations clés, sont des tests qui ont 0% de fausses réactivités. Ça, c'est la première notion en termes d'assurance qualité. Alors, c'est un test qui n'a pas de réaction croisée, mais c'est aussi un test qui est hypersensible. Alors, un test qui est hypersensible en test 1, si ce test apparaît non réactif, nous concluons que vous n'êtes pas infecté, vous êtes séronégatif au VIH, sans risque de se tromper. Cependant, si le test 1, lui, il est réactif, nous continuons avec un test 2. Et ce test 2, par contre, devrait être un test qui est hautement spécifique. C'est aussi le cas du Cameroun, dont le test il est hautement spécifique. En même temps, c'est un test qui ne donne pas de réaction croisée. Ce test 2 n'a pas de fausse réactivité. Et c'est pour dire que notre batterie de mesures qu'on a mis en place, test 1 réactif, test 2 réactif, lorsque ces deux sont réactifs, le test numéro 3 que nous faisons est surtout à but de confirmation. Parce que la batterie des mesures en test 1 et test 2 est tellement solide, ne laisse pas passer de fausses réactivités. Alors le test numéro 3 est là pour garantir, pour rassurer le bénéficiaire, comme Dr Kamel a si bien mentionné ici. Et lorsque dans ces 3 tests consécutifs réactifs sont positifs, donc concourt à un résultat positif, là nous pouvons rendre un résultat séropositif. Mais nous ne nous limitons pas là. Et c'est là où je rejoins M. Deli, je rejoins également Dr Tchomo dans leurs propos. On a vu dans le passé des personnes qui ont été déclarées séropositifs dans un site. C'est vrai, c'est des cas rares. Et puis dans d'autres sites, ils sont déclarés avec un statut séronégatif, un statut différent. Alors, qu'est-ce qui se passe donc sur le terrain pour limiter ce type de désagrément? Nous demandons que malgré le fait que nous ayons un algorithme à 3 tests, s'il est positif, avant la mise sous traitement antirétroviral, nous reprenons encore les 3 tests. C'est une mesure assez forte pour rassurer celui qui est mis sous arrêt vie que, écoutez, vous n'êtes pas mis sous traitement antirétroviral abusivement. Les quelques cas de résultats discordants qui ont été signalés précédemment par des panélistes, c'est le plus souvent des cas où l'algorithme national n'a pas été strictement respecté.
malheureusement, on doit le signaler ici et pour appeler aussi à ces jeunes collègues qui sortent des écoles, qui n'ont pas vraiment eu le temps de s'asseoir avec les aînés et comprendre comment se fait un test rapide. Un test rapide, ce n'est pas parce qu'il est facile à faire qu'il est facile à interpréter. C'est autant d'éléments. Nous voyons très souvent certains jeunes collègues, surtout, ils s'amusent à se balader avec les tests dans leur poche, tests rapides. Et une fois qu'ils sont en stage et qu'ils ont vu comment ça se fait, ils vont voler 2, 3, 4 bandelettes et rentrer avec à la maison pour démontrer aussi à leurs amis qu'ils sont déjà des grands docteurs. Alors, chemin faisant, il va s'amuser à les prélever et à faire des tests. Et dès qu'une personne est réactive, il dit hey, tu es positif. Or, on ne conclut jamais un test positif avec un seul test au Cameroun, que ce soit avant ou la nouvelle donne. On n'a jamais conclu avec un test positif, avec un seul test. Et c'est donc ces pratiques qui sont inappropriées, qui conduisent très souvent à ces résultats malheureusement discordants lorsqu'on va les reprendre ailleurs. Et c'est parce que nous prenons aussi en compte le facteur humain. Le facteur humain signifie que si un test a été fait sur les 3 différents tests rapides, il est réactif, on conclut positif, il peut y avoir quelques facteurs humains qui peuvent peut-être justifier une erreur dans l'opération. Alors nous reprenons le test lorsque vous serez mis sous traitement et on le reprend par un autre personnel, idéalement. C'est ce que nous faisons. Oui. Alors, avec cet algorithme-là de dépistage du VIH à 3 tests, que doit comprendre la population? Est-ce que les données restent non changées sur le terrain? Tout se passe au niveau des formations hospitalières ou alors les citoyens ont leur part à jouer? Oui, justement, dans le plan stratégique national de lutte contre le VIH-Sida, nous avons défini clairement les différentes méthodes de dépistage du VIH. Ces différentes stratégies n'ont pas changé, sauf que l'algorithme, il a été renforcé. C'est uniquement ce qui a été fait. L'algorithme a été renforcé. Et ce renforcement vient du fait que nous voulons anticiper les risques de faux positifs. Nous voulons anticiper. Le Cameroun fait partie des 13 pays au niveau du monde entier qui sont déjà dans cette dynamique de la transition vers le 3 tests. Donc, quand même, on est parmi les premiers pays. Et en Afrique centrale, je crois que le Tchad aussi a commencé, le Cameroun a pris de l'avant. Et donc, nous voulons rassurer ici les populations que si vous allez dans un centre de santé, si vous allez même dans un site de dépistage chez les communautaires, les organisations à base communautaire, c'est justement avec le même accueil que vous serez reçu, c'est les mêmes prélèvements qui seront faits, sauf qu'en arrière-plan, le gouvernement a mis en place une batterie de mesures pour que lorsqu'on vous tend un résultat séropositif, que vous n'ayez pas de doute. Lorsqu'on vous remet un résultat séropositif, ce que vous devriez faire, c'est de courir vite, commencer la thérapie antirétrovirale pour limiter le nombre de cellules qui seront davantage détruites par le virus, pour préserver une vie aussi similaire à celui qui est VIH négatif, pour garder une espérance de vie normale. Et parce que, comme on l'a dit aujourd'hui, avec cette batterie de mesures qui est mise en place au Cameroun, nous sommes davantage rassurés que si nous réussissons bien ce plan de transition, il va contribuer de façon significative à atteindre l'élimination du VIH-Sida, même avant 2030. Pourquoi avant 2030? Avant d'y arriver, docteur notamment, alors on parle là d'un VIH-Sida qui est toujours présent, c'est pas qu'il a disparu, mais est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas comme l'impression, docteur Joël Tchoumou, qu'il y a comme un relativisme de cette maladie-là qui est déjà presque simple, on va le dire, puisqu'on peut vivre avec son statut séropositif, avec le VIH? Ok, merci beaucoup Khaled. Tout à fait, le constat que vous faites n'est pas faux. Il n'est pas non plus biaisé. Il y a une sorte de relâchement au niveau des jeunes et même de la population générale. Ne mettons pas toujours les jeunes en avant. Parce que, disons-nous, avant peut-être d'aller tout droit dans la question, il faut déjà connaître les moyens de transmission de la maladie. Donc, elle se transmet par voie sanguine, échange de contact sanguin. Elle se transmet par voie sexuelle, dans les rapports sexuels. Et il y a la transmission dite verticale, donc de la mère à l'enfant, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit pendant l'accouchement ou même alors pendant l'allaitement.
Donc, combien de jeunes respectent les mesures barrières préconisées par le plan stratégique national pour lutter contre la transmission de la maladie, le port du préservatif masculin et féminin? On s'interroge. Combien de jeunes acceptent d'aller se faire dépister ou combien de personnes? On s'interroge. Combien de personnes qui se font dépister aillent chercher les résultats? On s'interroge. Combien de ceux qui prennent les résultats acceptent le lien au traitement? Ou alors, on s'interroge. Combien de personnes, allons encore plus loin, qui prennent le traitement, le respectent à la lettre? On commence souvent, et je ne veux pas catégoriser certaines personnes, mais une fois qu'on a fait charge virale, on dit indétectable, on dit oups, ça va, je ne prends plus mes antirétroviraux. Donc tout ça témoigne à suffisance le laxisme ou le relâchement qu'aujourd'hui la population générale, et plus précisément les jeunes dont vous faites mention, ont déjà le niveau de laxisme qu'on a déjà atteint. Donc, mais la responsabilité est la nôtre, à nous tous, que ce soit nous les acteurs et que ce soit eux-mêmes alors les bénéficiaires. Donc le relâchement, il est à plusieurs niveaux, comme je l'ai expliqué, et puis je crois que nous tous, en allant ensemble, on va y arriver. Notamment la société civile qui est un grand acteur, parce que il faut le dire, on a assez démédicalisé, que ce soit le dépistage, que ce soit la prise en charge du VIH au Cameroun. Donc c'est là où l'acteur de la société civile que je représente aujourd'hui par l'ONG JAPSO intervient. Nous tous, le docteur Faucan, l'OSP, avant a parlé de la stigmatisation qui est un véritable problème. En réalité, c'est le mythe construit autour de cette pathologie, autour de cette infection qui est même le problème aujourd'hui. À mon avis, je peux me tromper, ce n'est pas le virus en lui-même. Donc, pourquoi je le dis? Parce que cela dit, il est fort déplorable de constater, de savoir que beaucoup de personnes qui sont infectées ont un regard. Il y a déjà une auto-stigmatisation eux-mêmes et en plus il y a la stigmatisation en population générale. Pourtant tout ça est à mon avis banni. Donc c'est des choses qui ont été construites autour de cette maladie qui ont entretenu cette crainte-là et du coup il y a un relâchement, effectivement, parce que, comme on le dit, beaucoup se disaient non, la prévalence a baissé. Et c'est vrai, on est passé de 5%, comme il a dit, il y a 10-15 ans, à 2,7% par rapport à la dernière étude, aux dernières études qui ont été menées. Donc, il y a un relâchement effectif, mais pas disparition complète du virus. Déjà, peut-être qu'on peut savoir quelle est la tranche de la population la plus touchée par le VIH-Sida, docteur? Oui, justement, Khaled, je vais revenir sur les propos de son Excellence, le docteur Manaouda Balachi, notre ministre, qui tient toujours à rappeler que le VIH s'est rajeuni. Quand il le dit ça, on a l'impression que c'est philosophique. Bon, c'est normal, c'est un philosophe. Le VIH s'est rajeuni, de un. Et de deux aussi, le VIH a quitté les hôpitaux. De deux. Le VIH s'est rajeuni, pourquoi? Parce que les nouvelles infections du VIH se passent de plus en plus chez les ados jeunes. Ces ados jeunes qui découvrent la vie sexuelle et surtout les adolescentes jeunes filles. Beaucoup plus. Et pourquoi? Parce que nous, je vais bien le dire, nous les hommes de la quarantaine, on commence à être nommés, c'est peut-être mon cas, oui. On a des promotions au travail. Docteur Chomo, il travaille à JAPSO, il est bien payé. Très bien payé. Daily, j'ai une grosse ONG où ils sont même parfois même plus payés que nous autres. Alors, ces hommes de la quarantaine commencent à mener une classe sociale un peu élevée. Et ils veulent s'amuser. Et c'est donc la plupart de ces hommes de la quarantaine ou bien la cinquantaine qui vont également transmettre le virus à ces jeunes filles et vice-versa. Et donc, maintenant, ces hommes de la quarantaine qui sont généralement très élégants n'imaginent pas avec leur statut social qu'ils peuvent être porteurs du VIH. Et donc, nous nous rendons compte que c'est dans ces deux poches que nous avons des cas incidents, des nouvelles cas d'infection élevées. Et nous voulons aussi nous accuser un peu et accuser aussi nos collègues des médias. La sensibilisation aussi a été relâchée. On n'a plus beaucoup sur la sensibilisation sur le VIH.
Heureusement, nous avons aujourd'hui le docteur Madame Malachi, notre ministre, qui se bat corps et âme pour communiquer et pour que tout le monde comprenne que, attention, même si la prévalence a baissé de 50%, nous connaissons les cibles où la transmission est encore élevée. Et là, on a cité 2 cibles. Les adolescents et jeunes filles, les hommes de la quarantaine, mais on oublie aussi 2 cibles particulières qui sont aussi importantes. Les enfants qui naissent de mères VIH positifs. Le Cameroun a encore autour de 15% de transmission verticale du VIH de la mère à l'enfant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible avec toute la batterie de mesures que nous avons aujourd'hui dans les fossats. Et lorsque vous rentrez dans l'hôpital, la transmission mère-enfant du VIH est presque zéro. Presque zéro. Je prends le cas de la CNPS. Je prends le cas du centre mère-enfant, où il peut être dans les 1-2%. Par contre, lorsque vous rentrez en communauté, parce que dans les hôpitaux, nous ne voyons que 2 tiers des femmes enceintes. 2 tiers. Donc il y a 1 tiers qui accouchent dans la communauté. Ou bien ils accouchent dans des centres de santé non répertoriés par le système de santé nationale. Et dans ces centres de santé, on s'intéresse plus à faire sortir l'enfant. Je parle le langage du quartier pour qu'on me comprenne. Une fois que l'enfant est sorti, on estime qu'on a fait le job. Alors, si c'est une femme VIH positive, elle a 30% de chance d'infecter l'enfant, soit durant la grossesse, durant le travail et l'accouchement, ou bien durant l'allaitement, où bon nombre aussi s'infectent durant l'allaitement. Et on sait comment en Afrique, parfois les femmes peuvent même allaiter jusqu'à 1 an, et même plus. Et donc sur ce processus-là, nous voulons que dorénavant, nous quittions les hôpitaux pour aller chercher ces femmes en communauté avec les enfants. C'est pourquoi nous disons que c'est aussi une cible importante pour nous et on a besoin de travailler avec les communautaires pour descendre dans les districts, pour descendre dans les communautés, aller dans les ménages où nous savons qu'une femme a accouché sans faire un test de VIH, la faire tester. Si elle est positive, tester le ménage aussi, tester les enfants. Et si l'enfant est positif, le ramener aussi aux soins pour limiter le nombre de décès que nous observons chez l'enfant qui est VIH positif, vu que la moitié de ces enfants meurent avant leur 2e anniversaire. Alors, Narcisse Deli, vous êtes le coordonnateur national du réseau camerounais des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida. Il a été dit sur ce plateau que c'est désormais possible de vivre de manière un peu plus aisée avec lorsqu'on est porteur ou infecté par le VIH. Mais vous, qu'est-ce que vous dites, vous qui êtes au contact de ces personnes-là au quotidien? Oui, mais je ne peux dire je dis que c'est vrai parce que aujourd'hui, nous faisons le maximum d'efforts pour mettre les personnes vivant avec le VIH au centre même de la lutte. Ouais. Ça veut dire que toutes les activités que nous menons sur le terrain, tous les plaidoyers que nous initions en direction du gouvernement ou du partenaire ou des partenaires techniques et financiers, nous mettons la personne vivant avec le VIH au centre de la riposte. Je vais peut-être prendre un exemple rapide ici d'actions concrètes que nous avons menées et que nous menons depuis 2021 dans le milieu du travail, parce que dans ce milieu-là, il sévit aussi beaucoup de stigmatisation et de discrimination, et même d'auto-stigmatisation, parce qu'on s'est rendu compte que dans le milieu du travail, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec le VIH, mais de peur de perdre leur emploi, évitent de faire connaître leur statut par le médecin du travail ou bien par la hiérarchie. Les patients que nous suivons, par exemple, en communauté, on en a beaucoup qui nous appellent parfois les week-ends, parfois à des heures un peu tardives pour qu'on puisse leur remettre le médicament. Alors qu'ils ils travaillent dans des structures où il existe une infirmerie, où il existe un médecin du travail, mais de peur qu'on ne connaisse son statut, ils préfèrent prendre des risques en, je vais dire ça comme ça, volant un peu de temps libre ou profitant de sa pause pour venir prendre son médicament, alors qu'il peut le prendre directement
là où ils travaillent. Alors depuis 2021, nous avons initié un renforcement de capacité des personnes vivant avec le VIH sur le leadership de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, spécifiquement dans un premier temps dans le milieu de travail, parce que nous avons travaillé là-dessus avec le Bureau international du travail et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Nous avons, à la suite de ces formations-là, initié un ensemble d'activités, de causeries et de sensibilisation dans le milieu du travail, dans les villes de Douala et Yaoundé, où nous avons obtenu des résultats assez conséquents parce que cette initiative nous a permis de voir véritablement l'engagement des chefs d'entreprise à la riposte contre le VIH en mettant en place un ensemble de mesures qui protègent la personne vivant avec le VIH dans le milieu du travail. Sans publicité, je vais prendre le cas ici du PMUC. En tout cas, on le fera après la pause. C'est l'heure du journal sur CRTV News. Mesdames, Messieurs, Twilight vous revient dans quelques minutes. La localité de Djidel, dans l'arrondissement de Bogo, est sous le choc. Un véhicule de transport en commun de l'agence Djamaré Express, parti de Maroua pour Pousse dans le maillot d'Anaï, avec 20 passagers à bord, a pris feu. Sur le carreau, 7 personnes entièrement calcinées et de nombreux blessés. Une femme qui avait un bébé, un enfant de 6 ans, et une jeune fille de 10 ans, et une autre maman qui avait un bébé d'1 an. Ils sont tous décédés. Et il y a eu également 2 autres personnes, dont au total, 7 personnes ont perdu la vie, complètement calcinées. Même pas la possibilité d'identifier les corps. Nous avons donc demandé au sous-préfet de prendre toutes les dispositions qui s'imposaient pour sauver d'abord les blessés. Les corps ont été enterrés sur place en présence des familles. 3 blessés référés à l'hôpital de Bogo et 2 plus graves à l'hôpital régional de Maroua. Les causes de cette tragédie sont encore indéterminées. Le préfet du Djamaré, Jean-Marc Ekouambarga, appelle les responsables des agences de voyage à plus de responsabilités. Les plus connus sont les cancers du sein, des os, des testicules et des poumons. Pourtant, il en existe bien d'autres. Le cancer de l'anus ou du canal anal, le cancer de la peau, celui de l'intestin grêle. On a également les cancers au niveau de l'appareil digestif, de l'ésophage et du tube musculaire, reliant le pharynx à l'estomac. Ce dernier est un cancer de mauvais pronostic qui peine à être diagnostiqué précocement en raison des symptômes qui ne se développent souvent que tardivement. Les cancers de la langue et de la prostate, on en enregistre aussi de plus en plus. Ce dernier occupe d'ailleurs la première place en termes de fréquence chez les hommes de plus de 50 ans. Les cancers du sang, comme la leucémie, affectent quant à eux les cellules sanguines se multipliant dans la moelle osseuse. Les tumeurs cérébrales, bien que moins fréquentes, posent des défis particuliers en raison de leur localisation délicate. L'identification du type de cancer est essentielle pour déterminer le traitement le plus adapté. Il faut porter un coup de grâce au cancer du sang. Abdulaziz connaît la méthode et l'enseigne au travers de son application dénommée Intellibra. Intellibra est composé d'un appareil portatif qui comporte des capteurs. Ces capteurs-là sont connectés à un soutien-gorge. Et puis, quand la dame met le soutien-gorge en question, les capteurs émettent des signaux dans la poitrine et ces signaux-là se reflètent sur la poitrine et renvoient d'autres informations au capteur. Le projet en gestation depuis plusieurs mois est en phase d'expérimentation et sera bientôt disponible sur téléphone mobile. Tout récemment, le système incorpore une base de données, ce qu'on appelait un registre du cancer du sein pour le Cameroun, qui va permettre non seulement aux institutions étatiques de pouvoir avoir des statistiques claires sur l'impact du cancer du sein au Cameroun, le taux d'incidence, le taux de mortalité, et de pouvoir donc prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir pallier
à cet effet négatif. Abdulaziz, Anzia et leurs 2 autres collègues poursuivent en ce moment les essais cliniques. Nous avons déjà effectué des tests préalables pour démontrer la viabilité de notre produit. Le projet sauvera des vies une fois sa matérialisation terminée, car la maladie sera détectée dès l'apparition des premiers symptômes. Sur cet étal, ça pique aux yeux. Comme la majorité des denrées alimentaires, le prix du piment est passé du simple au double. Cette boîte d'épices, vendue il y a 2 mois à 400 francs CFA, coûte désormais 600 francs CFA. Au milieu de cette mosaïque visuelle, les commerçants broient du noir. Le tas de piment de 500, si ta voisine t'envoie qu'achète-moi le piment de 500, il va seulement dire que tu l'as volé. Ça, c'est 65 000 actuellement. Mais pour vendre ça, j'ai fini la journée sur le soleil. Le jansan était à 250. Aujourd'hui, c'est passé de 250 à 600, même 700. Bon, on ne sait pas de quoi il s'agit. Pour arriver au juste prix, cela demande beaucoup de négociations et de concessions. On discute toujours. Je vends même à 500. Quand le client veut pour 500, là, je retire le dessus, là, je vends le reste à 500. C'est comme ça. Donc, moi, si tu veux pour combien, je vais toujours servir. Il faut flatter. Oui, ma chérie, viens, c'est pas de ma faute. C'est le jardinier qui mange, j'ai quoi. Il faut flatter. Parmi les causes de cette inflation, la difficulté de transport partant des zones de production jusqu'à la ville. L'espoir est de mise pour les prochains mois. Tous les commerçants, francs creusés de rides, sont impatients de retrouver leurs clients. Je suis venue ce matin au marché de Foundi pour essayer de voir parce qu'on dit le marché de Foundi est quand même un peu enlevé. Si un truc coûte par exemple là où je suis au petit marché Fougerolles, 500, quand j'arrive au marché Foundi, même 50 francs peut sauter. Donc je poursuis le 50 là parce qu'en fait c'est vraiment dur. C'est vraiment dur au Cameroun. Le panier de la ménagère, on n'arrive pas. On fait les efforts même commencer qu'on mangeait avant, c'est pas aujourd'hui on ne peut plus. On sait, mais c'est toujours difficile. Mais autrefois, je pouvais nourrir toute une famille de 8 personnes avec 2000 francs. Déjà, le kilo de riz était même 175 francs. Vous imaginez le kilo de riz à nos jours-ci, il faut avoir 800. La vie devient de plus en plus trop chère au Cameroun. Les prix des denrées alimentaires passent du simple au double et parfois même au triple. On essaye de s'en sortir tant bien que mal, mais ce n'est pas facile. Si on avait par exemple un budget de 10 000 la semaine, on est obligé d'augmenter environ, on est obligé de passer par exemple au double, voire même plus pour essayer de s'en sortir. Et on pouvait nous arranger les routes pour faciliter l'acheminement des aliments en ville. Par exemple, ça pourrait nous aider. Les choses sont chères au marché. C'est pourquoi moi, je suis venu voir si c'est vrai que les choses sont chères. Et je vois que vraiment les prix des choses sont augmentés. Je donne souvent 5 000, mais maintenant avec les prix qui ont augmenté là, et aussi elle achète et c'est d'abord. Par exemple, si elle achète les tomates de 1000 francs pour une semaine, maintenant elle achète les tomates de 400, elle se débat avec ça. Pour s'organiser en tant que ménagère, en tant que femme de ménage, en tant que femme mariée et avec des enfants. C'est pour là que je vous ai parlé au premier temps que je suis enseignante. Mais le petit argent qu'on nous donne ne nous suffit pas. On essaie de faire avec le commerce, mais les choses sont exagérément chères. Pour faire même les économies, on ne parvient plus à faire les économies. Parce que la vie est dure, les écoles chères, tout est cher. Au niveau des autorités, ma grande doléance d'abord, c'est les parents. Parce que les enfants sont en vacances, ils ne parviennent même pas à nourrir les enfants. Parce que les choses sont chères. Si vraiment l'augmentation des prix qui sont chaque jour chers là, surtout le riz qui était à peut-être 12 000, on achète déjà à 20 000, le 50 kg va déjà à 30 40 000, vraiment, nous sommes vraiment fatigués. Le poisson, même n'en parlons plus. Bon, pour ma suggestion, je suggère vraiment qu'il y ait baisse des prix des choses, surtout la nutrition pour les enfants. Parce que sans la nourriture, l'enfant ne peut pas vraiment grandir et être en bon état.
Interpeller la conscience du peuple Baka Bantou et des communautés locales afin de contribuer au développement de leur territoire avec des éléments, outils et potentiels culturels dont ils disposent, c'est l'objectif de la 3e édition du festival Baka Bantou qui se déroule du 25 au 28 juillet 2024 à Mambélé dans l'arrondissement de Moulundu. Nous avons constaté que la culture des Baka et Bantou qui sont autour du parc national de Lobeke est en train de disparaître. Nous voulons pérenniser cette culture et ça nous permet, dans le cadre de la gestion participative du parc, de travailler en collaboration avec les riverains du parc. Plus de 3000 invités sont attendus au festival de Mambélé, dont l'état de préparatif rassure les organisateurs avec plusieurs attractions et innovations au menu de cette édition. Il y a entre autres activités un match de football qui va ouvrir les hostilités, suivront une manifestation culturelle, une journée gastronomique, des conférences, débats, élection Miss et Master Baka et Bantou. Il y aura des cliniques privées. Baka, pour ceux qui ont des maladies, se feront consulter. Toutes les commissions ont été mises en place et nous sommes en train de peaufiner les derniers réglages pour que le jour J, tout soit OK. Par ce rendez-vous, le peuple Baka Bantou compte effectivement donner du sens concret à sa renaissance culturelle en vue de contribuer de manière significative au développement national. Elle a du coffre. 130 kg. Elle cravache dans cette phase ultime de sa préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Richelle Anita Sopimbela, sur ce dojo parisien réquisitionné par le Comité national olympique et sportif du Cameroun, bénéficie d'une variété de sparring partners, des adversaires pour évaluer la championne camerounaise et favoriser ses derniers réglages. J'affûte davantage ce que je sais déjà faire pour que ça puisse passer à tous les coups et je pense que ça va me permettre d'atteindre mon objectif. L'intensité, Richelle Anita Sopimbela la met dans le travail. Cela est plutôt de bon augure. L'entraîneur national en charge de son suivi depuis de nombreuses années n'en doute plus, sa protégée est prête. Elle est à 7 mois, on peut dire, non-stop de travail. Donc actuellement, c'est un peu le moment des réglages, corriger quelques déchets, réajuster. La judokate de 34 ans est championne d'Afrique des poids lourds. Elle est aussi médaillée de bronze aux derniers Jeux africains d'Accra au Ghana. Richelle Anita va participer ainsi à ses premiers Jeux olympiques. Elle pratique le judo depuis seulement ses 22 ans. Mais elle y met toute sa force. Le judo, c'est toute ma vie. Sopi Mbela est aussi une tête bien faite, car titulaire d'une licence professionnelle en logistique industrielle. La passionnée de musique rêve de frapper un grand coup cet été à Paris. Bon retour sur le plateau de Twilight qui se poursuit sur le thème dépistage VIH-Sida, un nouvel algorithme. Eh bien, pour quels résultats? Ces résultats qui ont été dits sur ce plateau, meilleurs. Eh bien, est-ce que les bons chiffres de la lutte contre le VIH ne sont pas à l'origine de ce relâchement dont on parlait, docteur, il y a peu? Merci Carlette pour souligner cela. C'est vrai que les bons chiffres, la réussite de la réponse contre le VIH au Cameroun a on va dire quoi, un revers de médaille. Et ce revers de médaille, c'est les gens qui sont dans les associations, comme nous et mes co-panélistes ici, peuvent mieux vraiment le témoigner. La réussite, le succès du traitement a fait en sorte qu'on ne voit plus. La mortalité a drastiquement baissé. Donc, ce qui fait en sorte que les jeunes, comme le secrétaire permanent l'a dit tout à l'heure, qui sont la grande poche, où on a une incidence élevée des nouveaux cas, n'ont pas vu beaucoup de gens mourir de VIH, n'ont pas vu de gens mourir de sida. Donc, ça ne fait plus peur. Et comme ça ne fait plus peur, on a relativisé. On a beaucoup relativisé. Et ce n'est pas seulement les jeunes, même dans la population des personnes vivant avec le VIH,
j'encadre des femmes qui sont séropositives, qui sont porteuses du virus. Quand on fait des causeries et qu'on essaye d'aller en détail dans leur vie, vraiment, c'est pas que des femmes, mais même les hommes, c'est ahurissant de voir le niveau de relâchement, que bref, on ne meurt plus. Donc, comme on ne meurt plus, ce n'est plus un problème. Mais docteur, est-ce qu'on ne craint pas un rebond? Justement, à la suite du docteur Akame, je voudrais très bien dire que ces succès ont malheureusement favorisé également un relâchement au niveau communautaire. Je dirais certainement dû au relâchement aussi dans la communication que nous voulons voir relancer de façon intense, surtout dans ces cibles où nous connaissons que les nouvelles infections font de plus en plus jour. On a parlé des adolescents et des jeunes filles, on a parlé des hommes de la quarantaine, on a parlé des femmes enceintes qui ne vont pas se faire tester pour le VIH durant la grossesse, on a parlé aussi également des autres cibles à haut risque qu'on voudrait ici mettre dans la poche des populations clés. Les populations clés, bien que ce soit une cible qui vit encore sous la législation camerounaise, nous savons qu'au Cameroun, la prévalence, par exemple, chez les hommes ayant les rapports sexuels avec les hommes est d'environ 40% à Yaoundé. Cette même prévalence à Douala est autour de 19%. La prévalence également chez les transgenres se retrouve autour de 30%. La prévalence chez les travailleuses de sexe se retrouve autour de 10%. La prévalence chez les personnes qui utilisent également les drogues par injection est autour de 6-7%, qui s'élève aussi avec le temps. Et c'est une tranche que nous devons protéger. Nous devons contrôler l'infection dans cette cible, parce que la plupart de ces cibles sont également bisexuées. Et s'ils sont bisexués, ça veut dire que l'infection qui n'est pas contrôlée au sein de leur réseau sera davantage ravitaillée encore en population générale. C'est la raison pour laquelle, en tant que des acteurs de santé, nous sommes obligés d'intégrer cette cible-là dans notre riposte, dans l'optique d'atteindre effectivement l'élimination du VIH au Cameroun. Et donc, pour atteindre cette élimination, qu'est-ce que nous faisons au Cameroun? Nous faisons la PTME en communauté. Le VIH a quitté les hôpitaux. La PTME, c'est la prévention de la transmission mais enfant du VIH en communauté. Nous allons dans les quartiers, dans les districts, chercher ces femmes enceintes qui n'ont pas été testées durant la grossesse. De un. De deux, ces enfants qui ont échappé au testing après l'accouchement, on va également les chercher en communauté. Ça, c'est de deux. Maintenant, de trois aussi, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous rassurons que nous encadrions les associations des populations clés pour que nous mettions en place une batterie de mesures qui pourra permettre aussi de faire chuter la prévalence. Et un des exemples, c'est la prophylaxie pré-exposition avec la formule injectable que nous voulons introduire à partir de 2025. La formule injectable signifie que tu peux prendre une seule piqûre par mois ou tous les 2 mois, et cela te prévient de façon optimale contre l'infection à VIH. On fera une évaluation avec notre patron pour vraiment encadrer la mise en œuvre pour qu'elle soit réussie. Et en dernier lieu aussi, nous voulons annoncer cette très bonne nouvelle au Cameroun. Le Cameroun est un des premiers pays en Afrique où la couverture santé universelle est une réalité dans le champ du VIH. Pourquoi? Comment elle se traduit? Comment elle se traduit justement? C'est que la couverture santé universelle est rentrée au Cameroun par le VIH. Et pourquoi? Parce que le ministre de la Santé, une fois nommé dans ce département ministériel, s'est rendu compte que plusieurs partenaires apportent des appuis pour lutter contre le VIH. Il a même optimisé les appuis que les partenaires ont apportés. Mais cependant, les bénéficiaires se plaignent qu'ils n'ont pas accès à ce paquet de services parce qu'ils n'arrivent pas à payer les frais de consultation. Ils n'arrivent pas à acheter le carnet médical. Ils n'arrivent pas à payer les frais complémentaires pour les bilans d'analyse au laboratoire comme la charge virale. On leur demandé de contribuer 5 000 francs. Le Cameroun a pris sur lui de couvrir tous ces frais.
Donc, dorénavant, si tu es VIH déclaré positif, tu n'as aucun sou, tu vas dans le centre de santé le plus proche du système public, vous êtes pris en charge gratuitement de la consultation, de la charge virale, du médicament et du suivi. C'est une panoplie de mesures offertes gratuitement pour tout PV-VIH au Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous sommes tellement choqués aujourd'hui d'apprendre qu'une personne est VIH positive, il se renferme chez lui et il meurt à cause de cette stigmatisation. Ce n'est pas acceptable pour le Cameroun, vu les ressources que le gouvernement met pour accompagner la batterie de mesures que les partenaires aussi apportent. Nous pensons que si tout le monde met de côté la stigmatisation, si tout le monde met de côté la discrimination, le Cameroun, avec ces batteries de mesures, va baisser la transmission des enfants du VIH. Le Cameroun va baisser le VIH chez les populations clés. Le Cameroun va réduire la prévalence du VIH chez les jeunes filles et chez ces hommes de la quarantaine. Et c'est pourquoi on va atteindre l'élimination avant 2030 au Cameroun. Notamment, docteur Joël Tchoumo, vous avez tantôt parlé sur ce plateau-là de ces personnes qui vivent avec le VIH dans leur sang, mais qui arrivent à une charge indétectable. Est-ce qu'ils doivent baisser la garde pour autant? Merci beaucoup, Khaled. Avant de répondre à ta question, pour aller dans le même sens que mon prédécesseur, l'OSP, je voudrais ajouter à ce qu'il a dit que nous mettons vraiment la communauté au centre de ce que nous faisons, de nos stratégies. Le mot d'ordre même, Narcisse devait le dire, je pensais. On se dit toujours en communauté, tout ce que tu fais pour moi, sans moi et contre moi. Il faut déjà qu'on le sache. Parmi les populations clés, on a cité, il faut aussi l'évoquer, il y a les populations carcérales et les populations dans les camps de réfugiés. Donc le JAPSO mène bon nombre d'activités dans ces foyers-là. C'est la raison pour laquelle nous avons vraiment des statistiques de ces milieux-là, qui à mon avis, il est important de le dire, les populations carcérales et les populations ressortissantes des camps de réfugiés. Maintenant, en ce qui concerne... Les statistiques là-bas, c'est quoi ? Oui, les statistiques dans les prisons tournent autour de 8 à 10%. Ça, c'est les prisons principales que nous prenons, non pas dans tous les milieux de détention. Et dans les camps de réfugiés, c'est légèrement en dessous. Donc ça, c'est les statistiques de façon procédée comme ceci. Donc maintenant, pour revenir à la charge virale indétectable, qui veut dire charge virale intransmissible, I égale à I que nous utilisons souvent. Il faut bien le dire, le virus, il est dans les cellules de l'organisme. Antirétroviraux veulent bien dire antirétroviraux, c'est-à-dire que ça bloque la rétrotranscription du virus, c'est-à-dire sa transformation de la forme ARN en ADN. Ça ne veut pas dire virucide, qui voudrait dire tuer le virus. Il faut qu'on se comprenne bien. Donc, si tu prends des antirétroviraux et que ta charge virale est indétectable, ça veut seulement dire que le taux est tellement faible que le test ne peut plus le retrouver, mais ça ne voudrait pas dire que le virus n'est plus porté dans l'organisme. Du coup, si on prend ces ARV, on a une charge virale indétectable. Si on observe une période d'arrêt thérapeutique ou de fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire une période où on ne prend pas le traitement, il est possible, donc après un certain temps, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 5 ans, c'est en fonction de la biodisponibilité de chacun. Nous tous n'avons pas les mêmes systèmes immunitaires. On peut refaire un test avec charge virale qui est encore en train de monter de façon rapide et peut-être avec un taux de CD4 qui va en sens inverse. Donc il est important de rester sous traitement parce que si on le prend, on est contrôlé et qu'on ne le prend plus, il n'est pas sûr qu'en revenant, même les molécules qui marchaient déjà sur nous vont encore marcher. On peut être obligé de passer à la deuxième ligne. Le virus a des sous-types. Si on prend, on est contrôlé. Ce n'est pas une raison pour avoir des attitudes sexuelles à risque. Parce qu'on peut être observant sous une ligne parce qu'on a un type de virus. Si on se jette à des pratiques qui ne sont pas recommandées ou peu recommandables, on prendra d'autres sous-types de virus qui vont rendre même la ligne de traitement qui marchait chez nous résistante, donc on ne sera plus contrôlé sur cette ligne. Donc il est important de rester sous traitement en fait, même si la charge virale est indétectable. À vie, merci. Alors Narcisse Dely, coordonnateur national du réseau camerounais des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida. Aujourd'hui, que faut-il faire pour davantage élargir le champ de lutte contre le VIH-Sida, notamment au Cameroun? Oui, je crois que mes prédécesseurs l'ont dit. La communication reste également l'un des axes majeurs sur lesquels il faudrait maximiser les efforts. Et très souvent, on est très gêné quand les communicateurs nous approchent uniquement quand il s'agit des célébrations, des commémorations
en période de lutte contre le VIH, comme le 1er décembre, comme il y a des événements spéciaux qui motivent très souvent les communicateurs à se rapprocher des programmes ou des organisations de lutte contre le VIH pour faire une communication autour de cette pandémie. Mais vous pouvez les approcher à tout temps, vous. Nous pensons également que nous sommes disponibles pour vous accompagner, nous sommes disponibles pour vous donner les informations, pour passer la communication que vous avez besoin. Et nous vous encourageons parce que hier déjà, il y a un de mes prédécesseurs, un membre du RECAP qui était sur le plateau, qui était l'invité du journal. Aujourd'hui, le plateau est entièrement constitué de panélistes qui sont engagés dans la riposte contre le VIH. Nous souhaitons que des initiatives comme celle-ci continuent d'être pérennisées et nous vous encourageons à cela. Bon, maintenant... Docteur, on n'a plus beaucoup de temps, docteur Gladys Sakame. Notamment, que faut-il faire davantage pour accroître le combat contre le VIH-Sida au Cameroun? Je crois que pour accroître le combat et qu'on soit sûr de le gagner, il faudrait que de plus en plus que les personnes de la VIH s'approprient la lutte. Qu'ils s'approprient la lutte parce que tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Le fait d'être porteuse du virus m'a aidé à mieux encadrer mes patients quand j'étais sur le terrain. Le fait d'être porteuse du virus m'a donné la niaque de ne pas rester au niveau opérationnel et de tout faire pour faire entendre ma voix qui représente la voix des milliers de personnes qui sont sous traitement pour faire évoluer les choses. Parce que pour les dire, je découvre ma sérologie par mon fils, qui est déclaré séropositif à l'âge de 5 mois et qui a failli y passer parce que la prise en charge pédiatrique n'était pas encore ça. Et vraiment, j'ai été choquée. Et quand je suis repartie sur le terrain après ça, j'ai abandonné mes rêves d'être pédiatre. Et j'ai dit, je vais faire la santé publique. Et je vais être dans le programme de lutte contre le VIH. Et j'ai commencé au bas de l'échelle, au contact. Et je vous dis, le fait de savoir que prendre les médicaments, ça saoule. Prendre les médicaments à l'heure chaque jour, c'est pas facile. Prendre les médicaments, on est stigmatisé quand on est séropositif. Prendre les médicaments quand tu es une femme, ce n'est plus facile d'avoir un partenaire. Après, le fait de savoir tout ça m'a permis de mieux encadrer les patients et j'ai été très utile au niveau opérationnel. Et maintenant encore plus utile parce que quand je suis dans une réunion pour défendre une politique ou pour défendre une idée, je vous assure, je ne m'amuse pas. Parce que je sais derrière, c'est ma vie. Derrière, c'est la vie de mon fils. Derrière, c'est la vie de mes patients. Derrière, c'est la vie des membres de mon association, de leur famille. Donc vraiment, que de plus en plus, on sorte de l'inertie. On sort de cette inertie-là, qu'on n'ait pas honte de dire je suis séropositif. Et peut-être du doute, docteur Joseph Foucault. Oui, du doute, comme on l'a dit tout à l'heure, les communautaires doivent vraiment prendre les choses en main. Ça veut dire si vous êtes déclaré VIH positif, vous êtes le premier acteur de votre santé, le tout premier. Donc soyez le premier à recourir vers les centres de santé. Et on a mis en place certaines batteries de mesures parce que le Cameroun est déjà à 98% des personnes qui vivent avec le VIH, qui connaissent leur statut. Donc, il nous reste 2% pour atteindre le 100%. Et donc, ces 2% sont cachés dans ces différentes poches qu'on a citées tout à l'heure. Et nous voudrions que si jamais vous vous retrouviez dans cette situation, alors prenez votre destin en main. Il y a même les autotests que vous pouvez utiliser. C'est disponible pour les cibles particulières. Mais surtout, courez vers un centre de santé où on devrait confirmer votre statut en vous faisant un algorithme à 3 tests tel que cela a été présenté par le ministre la semaine dernière. Et nous disons aussi qu'au Cameroun, être VIH positif, dorénavant pour la prise en charge, il y a une opportunité extraordinaire avec la couverture santé universelle où vous n'avez rien à dépenser pour préserver votre vie et mener une vie normale comme une personne
séronégatifs au VIH. Peut-être comme le docteur Gladys Akame. Merci à vous quatre d'être venus sur ce plateau. Docteur Joseph Fokam, secrétaire permanent du Comité national de lutte contre le VIH-Sida. Docteur Joël Tchoumo, médecin de l'ONG JAPSO, Jeunesse active pour la lutte contre la pauvreté, le VIH-Sida et ses souffrances. Narcisse Deli, coordonnateur national du réseau camerounais des associations de personnes vivant avec le VIH. Récap plus, docteur Gladys Akabe, médecin en service à la sous-direction du VIH, tuberculose, IST, hépatite virale de la direction de la lutte contre les maladies, les épidémies et les pandémies du ministère de la Santé. Par ailleurs, experte clinique VIH, promotrice d'une association de promotion des droits des femmes séropositives et survivantes de violences basées sur le genre, et aussi personnes vivant avec le VIH-Sida. À vous, merci de nous avoir regardés, à nos équipes techniques et rédactionnelles aussi. Les programmes de CRTV News se poursuivent. Restez en notre compagnie.